j'avoue que je vais quand même faire, si vous permettez, un petit peu d'historique. Il ne faut pas confondre homéopathie, isothérapie, allopathie, phytothérapie, biophysiopsychosomatophysicaux-chimiques, rhumatopharmaconomiques, mésothérapie, sophrosynétique, aromaphytothérapique. Non, je crois que chaque chose apporte quelque chose. Et il est hors question de rejeter une pratique, d'autant plus que cette pratique a quand même 221 ans. Et si elle n'était pas aussi peu efficace que certains le disent, eh bien, j'avoue qu'elle aurait déjà disparu. Alors, si vous permettez, en faisant un petit peu d'historique, si vous voulez bien, je vais quand même vous conter, ou je vais vous rappeler plutôt, une histoire que vous connaissez tous, cela va sans dire. C'est un survol que tu nous as fait, certes, mais moi je vais essayer un petit peu d'entrer dans le domaine qui m'est cher, c'est-à-dire le terrain. En voyant un petit peu l'historique de certaines connaissances, mais regardez l'histoire de Jenner. Jenner, c'était 50 ans avant Pasteur, il a découvert la vaccination. Et la vaccination, volontairement, je divise vaccination. Il s'est rendu compte, du moins il a repris une croyance populaire, comme quoi les croyances populaires, il faut les écouter pour essayer de les expliquer. Elles ne sont pas aussi nulles que certaines personnes pourraient dire, même les sorciers, pourquoi pas. Moi j'avoue que je suis allé parfois dans certaines zones où il y avait des sorciers et qu'utilisaient certaines plantes, et souvent on rejetait ces plantes en disant c'est des plantes de sorciers, de sorcières. Finalement on a découvert par hasard des principes actifs qui étaient tout à fait, que l'on pouvait expliquer scientifiquement. Alors si vous permettez, revenons à Jenner, et Jenner, lui, il a repris une croyance populaire qui disait que toutes les personnes qui avaient contracté la vaccine en faisant la traite des vaches, ils avaient des petites pustules, ben eux n'avaient jamais la variole, même lorsqu'il y avait des épidémies. Alors Jenner a voulu l'expliquer scientifiquement. Lors d'une invasion de variole, l'épidémie de variole, il s'est dit, ben, je vais essayer de prélever les petites vaccines, les petites vésicules que des personnes qui faisaient la traite des vaches avaient sur elles. Et il a inoculé les personnes saines, et ces dernières, lors du développement de la variole, ces personnes-là n'ont pas eu la variole. Ben ça, c'est déjà, avant Hahnemann, avant le fondateur de l'homéopathie, c'était déjà de l'homéopathie. Maladie semblable. Qu'il ne faut pas confondre les maladies identiques. Si je peux me permettre, monsieur, vous êtes en face de moi, excusez-moi. Si vous êtes piqué par une abeille, qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Ça gonfle. Puis la dame à côté, qui a l'esprit justement l'esprit de connaissance qui lui est cher, eh bien, elle vous dira simplement, je vais poser des compresses froides. Puis effectivement, les compresses froides améliorent les douleurs de la piqûre d'abeille. Alors imaginons, monsieur, en face de moi aussi, que vous soyez non pas piqué par une abeille, ni même de votre amour-propre. Vous ayez une douleur rhumatismale, mais avec une douleur semblable à celle de la piqûre d'abeille, c'est-à-dire l'articulation gonfle, l'articulation est douloureuse, et si elle est calmée, par hasard, par les compresses froides, semblable à la piqûre d'abeille, homéo égale semblable, bon, on va vous donner du venin d'abeille contre cette douleur qui est semblable à celle provoquée par des douleurs rhumatismales, semblable à celle de l'abeille. Mais si par contre madame se fait piquer par une abeille également, ça c'est l'homéo égale semblable. Si par hasard vous faites piquer par une abeille vous aussi madame, ce que je ne vous souhaite pas, rassurez-vous. Chez mouton pas, je suis allergique, chez mouton pas. Ah ben justement, il ne vaut mieux pas. Mais par contre, ben, il faut faire ce qu'on appelle un isothérapique.
C'est-à-dire, on va prendre du venin d'abeille et on va vous le faire ingérer. Ça, c'est iso-identique. Ce n'est plus le semblable. C'est une piqûre d'abeille contre une piqûre d'abeille, contre un phénomène allergique qui peut provoquer même l'œdème de Quincke, qui peut être mortel. Donc, par conséquent, ça, c'est iso égale identique. Et puis plus tard, donc 50 ans plus tard, Pasteur, notre grand Pasteur, parce que nous, on parle de Pasteur, les Anglais, ils parlent de Jenner. Mais ils n'ont pas utilisé les mêmes techniques pour faire la vaccination. Ben, Pasteur, lui, a utilisé des sécrétions de rage pour éventuellement prévenir ou éventuellement combattre la rage. Ça, c'est iso-identique, isothérapique. Et ce n'est que 70 ans plus tard qu'on a découvert le virus de la rage. Fallait-il attendre 70 ans pour utiliser ce vaccin? Je ne suis pas contre tous les vaccins, voyez, rassurez-vous. Fallait-il attendre 70 ans pour utiliser ce vaccin contre la rage? Donc, vous voyez, de temps en temps, je pense qu'il vaut mieux d'abord étudier, comprendre, puis éventuellement discuter et argumenter, comme l'a fait d'ailleurs notre ami, argumenter sur des faits scientifiques. Mais si un jour vous êtes malade, très malade, ce que je ne vous souhaite pas, rassurez-vous, ben je préférerais quand même guérir empiriquement que souffrir ou mourir scientifiquement. Pour être plus simple, je préférerais utiliser des techniques autres si j'ai un résultat. Mais j'avoue franchement que le principal, c'est pas la technique, c'est le malade. C'est pas la thérapeutique, c'est le malade avant tout. Et je pense qu'il faut rechercher l'intérêt du malade, et comme disait Julie tout à l'heure, primum non nocere, ne pas produire une maladie, une nouvelle maladie qu'on appelle dans le jargon une maladie iatrogène, provoquée elle-même par un médicament qui est parfois toxique à long terme ou à court terme. Alors, Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, a eu d'excellents résultats dans les pathologies aiguës. C'est là où je veux en venir. Et puis, malheureusement, il a eu des échecs. Et rassurez-vous, quand on a un échec, ça nous fait travailler davantage. Ça nous fait essayer de comprendre. Et devant certains échecs, il s'est dit, mais notamment, c'est surtout dans les maladies chroniques où il a eu des échecs. Et c'est là où le bas blesse. Donc, dans la pathologie aiguë de la maladie de Lyme, un antibiotique peut très bien faire l'affaire quand c'est pris immédiatement. Puis on n'en parlera peut-être plus. Mais quand celle-ci devient chronique, elle devient insidieuse. Et c'est peut-être une pathologie froide. D'ailleurs, 200 ans avant, Hahnemann s'était rendu compte de nouvelles pathologies qu'il a appelées les pathologies chroniques. Et il les a traitées complètement différemment. Il s'est dit, puisque dans la théorie des semblables, on peut utiliser du venin d'abeille pour une pathologie rhumatoïde, pourquoi pas, à condition que les signes soient semblables. Mais lorsque la pathologie est chronique, on a des échecs. Parce qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de la compréhension de cette pathologie chronique. Et enfin, du mode réactionnel du sujet. Alors on entre évidemment dans l'histoire des terrains. Alors en gros, un sujet sain, un sujet qui n'a pas été trop pollué, il va réagir d'une façon centrifuge, de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, il va faire du sport, il va éliminer, il va drainer, il va avoir des selles normales, il va peut-être avoir des petites pathologies cutanées, mais les toxines vont être éliminées de l'intérieur à l'extérieur. Et le sujet va très bien se défendre tout seul. Et puis d'ailleurs, il
va peut-être avoir des petits problèmes cutanés, peut-être une thermorégulation un peu difficile, mais surtout une alternance. C'est-à-dire qu'un jour il est mal, mais le lendemain il est bien. Ben, un asthmatique, par exemple, qui est un mode réactionnel psorique, c'est-à-dire un mode réactionnel peut-être plus simple, un mode réactionnel sain, entre guillemets, ben, il va se défendre. Il va peut-être avoir sa crise d'asthme la nuit. Puis le matin, il sera mieux. Et pourquoi, bon sang? Ben, tout simplement parce que, il faut dire à personne, tout simplement parce que le sujet a une baisse de cortisol endogène, de cortisol qu'il produit durant la nuit, et vers 8 heures du matin, il y a un pic de cortisol qu'il a produit lui-même, donc il s'est auto-soigné. Mais si par hasard un sujet malade, on lui donne de la cortisone exogène, l'organisme se dit, mais j'ai trop de cortisone dans l'organisme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler mon cerveau, je vais appeler une petite partie de mon cerveau qui s'appelle l'hypophyse, plus exactement l'antéhypophyse, et l'antéhypophyse va sécréter une hormone, une substance qui va faire régresser les corticosurrénales, puisqu'il y a trop de cortisone, donc c'est pas la peine d'en produire trop. L'organisme s'autorégule. Et à un certain moment, ben, on a tellement donné de cortisone que l'organisme ne va plus produire son propre cortisol. Ces corticosurrénales vont être fainéantes. Et quand on va arrêter d'un seul coup la corticothérapie, eh bien, le sujet ne pourra pas réagir, ne pourra pas se défendre tout seul. Ça lui a provoqué une pathologie iatrogénique qui est connue d'ailleurs, et un médecin vous dira, bon, n'arrêtez surtout pas la cortisone d'un seul coup. Arrêtez progressivement, de façon à pouvoir relancer tranquillement les corticosurrénales, de façon que le dernier puisse réagir lui-même. Et c'est ainsi que nous avons une possibilité de réagir. Mais quand une personne vieillit, ces corticosurrénales sont peut-être moins vigilantes, moins excitatrices, moins importantes. Et le sujet n'est plus dans le premier domaine d'autorégulation, mais il entre dans un second domaine de la maladie. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces corticosurrénales vont être un petit peu à plat. Si bien que peut-être cet asthmatique aura sa crise d'asthme aussi la nuit. Mais comme ces corticosurrénales fonctionnent de moins en moins bien, il n'aura pas une régulation, il n'aura pas une autorégulation. Et le sujet va être non pas il va y avoir une alternance entre guérison, entre pathologie, etc., mais il va y avoir un état de mal permanent. Et là, il entre dans une phase, dans un mode réactionnel différent, c'est-à-dire que le sujet entre dans une maladie asthmatique, un mal asthmatique qui ne peut être régulé. Et puis au fur et à mesure, selon l'ère du temps, on ferait Nina Ricci, selon le temps, il va y avoir évidemment, puisque le sujet a eu des corticos, il a peut-être eu des vaccinations, il a peut-être eu des antibiotiques, il va moins bien éliminer, il va avoir donc une rétention. Et la rétention hydrique, évidemment, c'est la prise de poids. Et la rétention hydrique, c'est de l'eau, finalement. Alors ce sont des sujets qui sont tellement pleins d'eau, qui vont avoir déjà un problème aussi, un problème important. Ils vont être incommodés par l'humidité, qui sont pleins d'eau. Ils sont aggravés par l'humidité. Et on entre dans un second mode réactionnel qui est la psychose, c'est-à-dire d'une part un hypofonctionnement individuel et en même temps une rétention hydrique, une non-élimination. Alors rappelez-vous, dans le premier cas de terrain, vous avez une bonne élimination, le sujet était bien équilibré. Et là, vous avez au contraire, non plus une élimination centrifuge, mais une élimination centripète
de l'extérieur vers l'intérieur. Et il y a des constructions de verrues, constructions de fibromes, etc. Bon, bref, il va y avoir des constructions et une rétention hydrique. Et la personne va prendre du poids. On va se demander pourquoi. Mais simplement, il faut déjà drainer le sujet. Et puis, petit à petit, l'oiseau faisant son nid, vous avez aussi, malheureusement, une baisse immunitaire au fur et à mesure que vous avez une intoxication, une intoxination, et quand vous êtes agressé successivement par des toxines microbiennes ou virales, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un mode réactionnel complètement effondré. Et à ce moment-là, vous êtes dans un autre monde réactionnel qui est ce qu'on appelle le tuberculinisme. Et le tuberculinisme, c'est une baisse de l'immunité, un amaigrissement malgré un appétit conservé. Le contraire, tout à l'heure de la psychose, vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait un épaississement, il y avait une rétention hydrique, etc. Et là, au contraire, vous allez avoir une baisse immunitaire et un amaigrissement, mais sans cause apparente. Sans cause apparente. Et puis évidemment, vous allez avoir donc des sujets qui vont maigrir, puis en même temps, ils vont choper tout. Ils vont choper toutes les pathologies. Alors, en réétudiant un petit peu la vie de certains artistes, certains auteurs, je me rappelle un petit peu de Chopin. Ben, Chopin, le malheureux, lui, il est mal tombé. Il est tombé au moment où il n'y avait pas d'antibiotiques. Toute la famille de Chopin a eu une pathologie qui était répandue à ce moment-là. Il est né en 1810 et il est mort en 1849. Il est mort à 39 ans. Et notamment, ce brave Chopin, lui, il a eu toute sa famille qui ont eu la tuberculose. Sa sœur est décédée à 14 ans. Il a eu le décès de ses parents sur la tuberculose. Et lui, finalement, il a été un petit peu sauvé. Il a eu, d'après l'histoire, 8 médecins homéopathes. On ne connaissait pas l'antibiotique. Hein. Et puis, il a eu aussi l'appui d'une grande dame qui s'appelait George Sand. George Sand, elle a épaulé. Bien qu'à un certain moment, elle en avait un petit peu marre, surtout les derniers temps, la vie de Chopin. Et le pauvre Chopin, lui, vous savez que lorsqu'ils sont partis, Chopin et George Sand, dans les îles bassin méditerranéen, eh ben, on a su qu'il avait la tuberculose, on les a vidés de l'hôtel, on a brûlé les matelas, on a brûlé les draps. La tuberculose, c'était la hantise. D'ailleurs, si vous voyez dans Paris, dans certains vieux murs, il est écrit, petit, on retrouve encore de petites traces, il est interdit de cracher par terre. Au moment où il y a la tuberculose. Ben, fort heureusement, vous voyez, je ne suis pas contre les antibiotiques, loin de là. Au contraire, parce que j'ai démontré quand, dans la maladie de Lyme au départ, l'antibiothérapie faisait merveille. Et puis là aussi, grâce à l'antibiothérapie, la tuberculose a pratiquement disparu. Malheureusement, il y a eu les immunodéficiences du sida et la tuberculose a repris à cause d'une immunodéficience. Donc, par conséquent, un terrain. Parce que finalement, le microbe était là. Donc, tout le monde n'avait pas la tuberculose. Et il y avait des terrains qui, eux, d'ailleurs, regardez, quand on parle des pathologies nosocomiales, les pathologies nosocomiales, c'est celles qu'on chope dans les hôpitaux. Mais si chacun de nous dépendait d'un microbe présent dans un milieu hospitalier, tout le monde devrait avoir les mêmes pathologies, y compris les infirmières, les médecins. Tout le monde, puisqu'il y a le microbe qui est là. Et cependant, seul le terrain déficient va choper justement cette pathologie. Et on se trouve à ce moment-là
devant non plus un microbe, mais devant un terrain. Donc nous ne sommes plus du tout au même niveau. Donc quand on disait que le microbe est tout, c'est pas tout. C'est rien. C'est le terrain qui est tout. Puis mes amis, alors regardez le cas d'un zona, par exemple. Le zona, une personne a un zona, parce que justement il est affaibli, peut-être nerveusement, il a peut-être trop travaillé, etc. Et chacun de nous peut avoir le zona. Mais seulement, le zona ne peut pas obligatoirement s'exprimer. Il va s'exprimer chez un terrain déficient, y compris, on parlait des déficiences toxicologiques, on parlait des déficiences par rapport aux ondes, etc. Mais on peut parler aussi des ondes, des déficiences psychologiques, des fatigues psychologiques. Et quand on parle de terrain, je pense qu'il est souhaitable d'étudier le dynamisme d'un terrain particulier, c'est-à-dire d'un terrain psycho-endocrino-immunologique. Donc, certaines causes psychiques peuvent déclencher des pathologies qu'on a en soi. On peut avoir tous ces pathologies en soi, ces germes en question. Mais les uns vont l'exprimer, les autres non. Alors mes amis, je vais vous raconter aussi, parce que j'aime bien raconter des histoires, vous avez rendu compte. Je vais raconter l'histoire de terrain, justement, de fameux terrain de notre grand maître, qui était Hahnemann. Et lui a découvert que finalement, dans certains cas, il ne pouvait pas guérir les gens parce qu'ils avaient un terrain modifié. Mais le terrain modifié peut être dû, on vous l'a démontré tout à l'heure, j'en ai parlé dès le départ, avec le mercure par exemple, mais également le terrain peut être modifié par des germes en question. C'est ainsi que le fondateur de l'homéopathie parlera dans les pathologies chroniques, avant même qu'on parle de pathologie froide actuellement. On revient aux pathologies froides, mais il y a 200 ans, on en parlait déjà. C'est dommage, on ne les avait pas écoutés. On parlait de terrain modifié par le gonocoque. Les gens qui avaient le gonocoque avaient parfois des douleurs rhumatismales. Avaient des rhumatismes, mais pas n'importe lesquels. Ils avaient des rhumatismes qui étaient améliorés. Ouais, d'habitude, les rhumatismes, c'est aggravé par l'humidité. Et bien là, ces rhumatismes étaient améliorés au bord de mer, au contraire des autres. Et ça, c'était dû justement à l'invasion lente d'un microbe qui est le gonocoque, qui provoquait ce qu'on appelait vulgairement la chaude-pisse, c'est-à-dire la pathologie donc, tout le monde connaît, sexuellement transmissible, qui est évidemment le gonocoque. Et le gonocoque va modifier le terrain. Regardez le cas, tout à l'heure vous parliez de dentistes. Eh bien, il y a parfois des streptocoques, il y a peut-être des dentistes dans la salle, certainement, ils sont timides. Eh bien, il y a des streptocoques parfois qui sont dans la bouche et qui vont non seulement modifier le terrain, mais peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans après, et comme disait Bossuet, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans, puisqu'à un seul moment les efface. Ben là, c'est pas du tout l'effacer. Au contraire, le streptocoque va provoquer à la longue, peut-être, des pathologies rhumatoïdes après. Peut-être des pathologies cardiaques, endocardite d'Osler. Et donc, et ça, c'est à la longue. Les traitements mercuriels, vous savez qu'on a abandonné pratiquement tous les traitements à base de mercure. Qui n'a pas connu le mercurochrome qu'on mettait pour désinfecter une plaie? C'était bien pour les gosses parce que ça faisait pas mal. Avec l'alcool, ça brûlait un peu. Le gosse préférait se faire badigeonner le rouge, puis ça faisait joli aussi en plus. Plutôt que de se faire agresser par l'alcool. Ça pique l'alcool. Avec le mercurochrome, il avait l'avantage de ne pas piquer. Et les dames avaient aussi utilisé pour leurs soins intimes du mercrylorylé.
Et le mercure laurilé, comme son nom l'indique, le mercure, il y avait du mercure. Alors les pharmaciens chimistes avaient dit, bon ben on va transformer le mercure qui est toxique, parce qu'on avait quand même l'expérience de la syphilis avant, et quand il y a eu l'arrivée des antibiotiques, bon, on a réussi à éliminer la syphilis grâce à l'antibiotique, l'antibiothérapie. Mais avant on soignait par les dérivés mercuriels. On soignait les poux, les Phtyrus inguinalis, on les soignait avec les poux de corps, hein, les morpions. On les soignait avec des pommades à base de mercure. Longan gris. On soignait des pathologies infectieuses au niveau des yeux avec du mercure jaune de mercure. Bref, des pommades, mercure jaune de mercure, etc. Donc on soignait beaucoup de choses. On faisait, comment dirais-je, on évitait des pollutions microbiennes. On mettait des conservateurs à base de mercure, même dans les collyres. Et finalement, les pharmaciens chimistes avaient découvert que le mercure libre était toxique. Donc ils se sont dit, on va essayer de capter le mercure, ce qu'on appelle l'ère des organomercuriels, avec des éléments organiques. Les éléments organiques, c'est simple, ce sont des éléments qui contiennent du carbone. 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, etc. 10 carbones. Donc ils vont capter le mercure et vont le traîner de façon à ne pas libérer le mercure, mais de façon qu'il ait son action antiseptique, sans pour autant le libérer, donc sans être toxique. Mais là où le bas blesse, c'est que malheureusement dans l'organisme, il y avait des phénomènes d'oxydoréduction. Les dames qui faisaient des irrigations vaginales avec le mercure laurilé, ben, utilisaient après un savon acide. Utilisaient des savons acides ou même tout simplement utiliser du permanganate de potassium ou des dérivés iodés. Mais seulement les dérivés iodés ou les dérivés comment dirais-je, oxydés, les oxydants, allaient malheureusement déclencher une libération du mercure. Et c'est ainsi que le mercure qui était fabriqué dans les meilleures conditions possibles, les organomercuriels, libérait le mercure qui devenait toxique. Comme d'ailleurs dans les amalgames dentaires. Je ne sais pas si vous avez l'expérience. Quand vous prenez un chocolat avec un petit morceau d'aluminium et que le morceau d'aluminium, vous l'avez oublié, se colle à votre amalgame dentaire, vous avez un micro-courant qui se passe. Qui n'a pas fait cette expérience, hein? Et vous avez un petit micro-courant. Donc il y avait une libération entre l'aluminium et le mercure, vous vous rendez compte? Et une libération de mercure ionisé. Donc du mercure biodisponible. Et qui va directement dans la barrière hémato-encéphalique et bloquer les récepteurs du cerveau. Alors j'ai fait des travaux avec l'INSERM justement à ce niveau sur le blocage de certains récepteurs. Et croyez-moi, si vous bloquez des récepteurs dopaminergiques, des récepteurs du cerveau, de certaines parties du cerveau qu'on appelle locus ligère, ben si on bloque ces récepteurs avec du mercure, même avec des médicaments, ça se passe aussi avec des médicaments, on peut bloquer ces récepteurs avec des neuroleptiques, avec des benzodiazépines, pour être plus simple, du Valium, toutes les conneries comme ça. Bon bref, c'est une expression. Bon bref, ça bloque les récepteurs dopaminergiques. Et on a des Parkinson-like. Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, vous voyez, tout n'est pas anodin. Mais par contre, pour donner un petit peu de l'énergie, pour donner un petit peu de l'espoir à certaines personnes qui fument, on s'est rendu compte que les personnes qui fumaient pas mal n'avaient jamais la maladie de Parkinson. Mais seulement ils avaient des cancers. Bah, tu vas voir. Effectivement, la nicotine, vous avez entendu parler de la nicotine, c'est un des principes actifs qu'on trouve dans le tabac, qui ne connaît pas la nicotine. Eh bien, la nicotine, c'est un seul alcaloïde, le seul principe actif, qui agit aussi bien sur le système sympathique que le système parasympathique. Si bien que nous avons donc, lorsque nous avons une destruction de ces récepteurs dopaminergiques, ben la nature a horreur du vide.
Donc il va se développer de nouveaux récepteurs, soit du système sympathique, soit du système parasympathique, et notamment des récepteurs nicotiniques. Alors, oui, nous avons donc plusieurs éléments, plusieurs, si je peux me permettre, plusieurs étapes. Et d'ailleurs, essayez donc de retrouver à travers des métaux lourds, essayez de retrouver ceux qui justement bloquent parfois certains récepteurs. Et n'oublions pas que dans l'alimentation, c'est indispensable aussi. Nous avons certains acides aminés qui sont indispensables parce que la plupart des acides aminés se transforment en neuromédiateurs. C'est ainsi qu'un acide aminé connu, qui s'appelle la tyrosine ou l'hydroxyphénylanine, pour être plus simple, un acide aminé quelconque, qu'on trouve évidemment dans toutes les protéines, et bien cet acide aminé va par décarboxylation, etc., va se transformer en amine et va se transformer en neuromédiateur. Et ces neuromédiateurs, ce sont la dopamine, d'abord la dopa qui est un acide aminé, puis la dopamine qui est un neuromédiateur aminé, et la dopamine va se transformer, bon, je ne vous parle de biotransformation, ce serait trop lourd pour vous, va se transformer en noradrénaline, et la noradrénaline va se transformer en adrénaline. Donc lors d'un stress, si vous n'avez pas de sécrétion d'adrénaline, ben vous aurez simplement des personnes qui seront complètement apathiques. Vous serez simplement des personnes qui ne seront pas réactionnelles. Devant un lion, ces personnes vont se laisser bouffer par le lion. Ben oui, parce que c'est le parasympathique qui domine, et sur le sympathique, bon, par contre, le sujet qui aura justement un système sympathique fort, ben c'est la nature qui lui donne ce sympathique fort. Qu'est-ce qu'il va faire devant le lion? Ben, il va courir. Il va monter alors qu'il n'était jamais monté sur un arbre de sa vie. Il va monter sur l'arbre, qu'importe. Il va aller derrière un mur, n'importe quoi, il va fermer la porte. Bref, c'est le système sympathique qui agit. Donc il y a la décharge d'adrénaline. Cette décharge d'adrénaline va être responsable de quoi? Du stress. Mais le stress, le bon stress, c'est-à-dire, c'est une adaptation du stress. Pas dire que le stress est mauvais. Évidemment, quand on est stressé toute la journée, pendant des années, on a sécrété trop d'adrénaline, à ce moment-là, on peut avoir des problèmes cardiaques, etc. J'en fais pas. Mais seulement, de temps en temps, le stress, c'est une adaptation. Et le sujet va s'adapter. Donc, si c'est une mauvaise alimentation, on n'aura plus de production d'adrénaline, plus de production de dopamine. On va voir des gens qui vont trembler, des gens qui vont peut-être être complètement apathiques, etc. Et un autre exemple qui me tient à cœur, c'est un autre acide aminé qu'on appelle le tryptophane, qu'on retrouve dans l'alimentation, fort heureusement. Mais le tryptophane, lui, par transformation, par décarboxylation, bon, bref, je ne vais pas vous faire le détail de tous ces détails chimiques, loin de là, mais le tryptophane va être responsable de la production de quoi? De la sérotonine et de la mélatonine. Mais la sérotonine, c'est quand même l'antidépresseur naturel que nous fabriquons. Et la mélatonine, grâce à la mélatonine, on peut dormir. Hein? On fait dodo. Vous connaissez, vous, les aviateurs, hein, la mélatonine, avec le décalage horaire. Et quand on fait des décalages horaires, comme un jour j'étais, moi, à l'ouest des USA, puis après j'ai dû faire une mission humanitaire au Bangladesh, ben, c'est plus un décalage horaire, c'est un décollage horaire. On fait ça toutes les semaines. Absolument. Tokyo ou Los Angeles. Donc vous voyez, donc là effectivement vous avez une baisse, et d'ailleurs à la longue, on va avoir une baisse de production de mélatonine. Évidemment, la mélatonine nécessite une chose importante, c'est la lumière. Donc sans lumière, sans acide aminé, eh bien, normalement, on doit évidemment avoir un mode réactionnel complètement délabré. Alors mes amis, ça sera la même chose pour les chlamydiés. On a découvert que les chlamydiés, des fois, même dans les maladies de Lyme, n'est-ce pas, on a un développement de chlamydiés. Ben, les chlamydiés, qu'est-ce qu'ils provoquent par la suite à la longue? Ben, des pathologies rhumatoïdes. C'est connu. Donc par conséquent, là aussi, c'est une infection froide, mais qui va travailler. Donc finalement, pour être un petit peu plus au clair, ce sont des pathologies qui deviennent chroniques,
à partir d'une pathologie aiguë. Donc, la pathologie chronique, comme l'a parfaitement décrit ma chère amie, je peux me permettre. Merci. J'ai ce bonheur et cet honneur. Eh bien, la pathologie chronique va dépendre du terrain. Du terrain, de ce qu'on bouffe, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on a pris comme médicament. Je suis vraiment désolé. Pour les personnes qui travaillent dans les champs, malheureusement, les pesticides, et les pesticides aussi, bloquent parfois les récepteurs dopaminergiques et on a des Parkinson chez les agriculteurs. On a une baisse de spermatozoïdes chez certains agriculteurs, etc. Justement, pesticides, c'est connu. Alors, mes amis, oui, nous allons donc avoir des nouvelles pathologies, mais qui sont dues, qui deviennent chroniques, dues à des infections froides. C'est là où je veux en venir. Il y a une modification complète du terrain. Et puis à la longue, il faut le dire à personne. Je vous ai parlé donc d'un terrain, rappelez-vous, tonique. C'était le départ. Hein. Il élimine bien, il transpire, il est sportif, etc. Bon, bref, il élimine bien, il n'est pas malade, tous ses glandes fonctionnent bien, il est très bien. Et puis lorsqu'il a eu justement des pathologies, ben, parfois il y a un blocage d'élimination, il va être malade. Et puis à la longue, à force d'être malade, eh ben, il va y avoir une destruction. Il va y avoir une sclérose. Il va y avoir une modification des ulcérations. Et finalement, le sujet va tomber dans un autre monde réactionnel qui est un monde qu'on appelle dans le jargon l'uétique, c'est-à-dire, pour être plus simple, il y a des nécroses, il y a des ulcères, il y a des pathologies neurologiques et il y a évidemment des neuro-intoxications, des neurodégénérescences. Et à partir d'une infection au départ qui paraît bénigne, dû à ces infections froides, on a des pathologies neurodégénératives. Et à ce moment-là, c'est un quatrième mode réactionnel, c'est un quatrième terrain qui s'appelle dans le jargon la luèze. Alors, oui, nous avons donc évoqué 4 types de terrains différents. Mais vous avez remarqué que finalement, les terrains, on les a construits nous-mêmes. Si on avait fait un peu de sport, si on avait mangé correctement avec suffisamment de protéines, vous savez qu'il y a malheureusement, moi je ne suis pas contre comment dirais-je, des régimes végétaliens, etc. Mais certains manquent d'acides aminés. Et il faut faire très attention, il faut manger, quand on est végétalien, il faut manger équilibré quand même. Il ne faut pas faire en plus des régimes. Moi je vois des petites jeunes filles qui ont des modes de régime végétalien, et en plus elles font du régime pour ne pas grossir. Et elles sont en carence, et malheureusement j'ai vu des personnes, je ne voudrais pas la nommer parce que c'est une personne qui a un magazine de végétariens, et sa fille est tombée dans l'extrême. Elle a eu une dépression totale, parce qu'elle ne produisait plus, elle n'avait plus de tryptophane, et elle ne produisait plus justement parce qu'elle voulait maigrir à tout prix, etc. C'était la mode, c'est à un certain moment, on voulait copier les mannequins, etc. Heureusement, on a interdit maintenant d'aller à l'extrême. Et il y a eu une dépression nerveuse, une belle jeune fille, elle a arrêté ses études à 20 ans. Alors finalement, sa maman a dit, je continue le journal parce que c'est mon gagne-pain, mais j'interdis à ma fille maintenant de manger de cette façon. Et j'essaye de l'aider pour essayer de lui faire comprendre que justement, que vous êtes végétalien, végétarien, etc., mangez équilibré. Pourquoi pas? Mais seulement il faut manger équilibré. Alors mes amis, oui, vous avez, je ne pourrais pas, parce que je sais pas je vais peut-être faire une conclusion presque, non? Oui. C'est ça. Oui. Donc je vais simplement vous conter une histoire
qui m'est arrivé au Bangladesh, parce que j'ai fait de l'humanitaire, ça m'est arrivé. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai donné toute ma vie, en quelque sorte, à ma profession, malheureusement. Je suis allé au Bangladesh, il y avait une intoxication massive à l'arsenic. L'eau qui devait faire vivre là-bas faisait mourir. Il y a eu des cancérisations. Il y a eu des personnes qui mouraient. Des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. On m'a demandé si j'avais quelque chose de nous pour désintoxiquer ces personnes au Bangladesh. Je suis allé pour la première fois au Bangladesh et j'ai vu un enfant mignon comme tout, 8-9 ans. Il me sourit. Moi, évidemment, quand on me sourit, je suis heureux. Je souris à cet enfant et il me regarde. Il était en haillons. Il avait une sorte de serviette très sale autour de son sexe. Il avait un nœud à droite, un nœud à gauche, et c'était ça, son vêtement. Torse nu, évidemment, pieds nus. Et il défait un de ses nœuds autour de son haillon. Je sais qu'est-ce qu'il va faire ce gosse-là. Et dans ce nœud, il avait caché une cacahuète. Il me l'a donnée. Quelle leçon. Il n'avait rien, il m'a donné ce qu'il avait. Moi, j'ai craqué complètement. Mais j'ai craqué au plus haut point. J'ai souri, je ne savais plus quoi lui donner. J'ai donné des paquets de gâteaux. Il m'a présenté sa famille, j'ai donné de l'argent, mais je ne savais plus quoi lui donner. Mais ce que je lui donnais, c'était rien par rapport à ce qu'il m'a donné, lui. Et quand il m'a présenté sa famille, j'ai appris qu'une partie de sa famille a été décimée par l'intoxication arseniquée. J'ai dit, bon sang, il faut faire quelque chose. Vite, très vite. Alors, fort heureusement, j'ai décidé de me mettre à fond. Et j'ai donné donc des médicaments homéopathiques qu'on avait utilisés uniquement chez les animaux, qu'on n'avait pas encore utilisés chez les êtres humains, pour éliminer l'arsenic. Et tenez-vous bien, on a multiplié par 3 ou par 4 l'arsenic stocké des personnes qui avaient été intoxiquées par l'arsenic. Et on le voyait tout de suite, hein, sur les mains, on voyait comme des grains de riz. C'est de l'arsenic qui sortait des mains. Sur la plante des pieds, on voyait des grains de riz. C'est de l'arsenic pur. Et il y avait des intoxications massives, des cancérisations. Et on n'avait pas les mêmes cancers chez chacun. Des personnes qui avaient de l'eczéma, on avait cancer de peau. Des personnes qui avaient des hépatites, on avait des cancers du foie, etc. Donc on avait des cancers qui étaient polarisés en fonction de l'individu, en fonction du terrain. Parce que les premiers signes, personne ne s'en rendait compte, les premiers signes d'intoxication à l'arsenic, c'est des diarrhées, des vomissements, des nausées, mais tout le monde là-bas, il n'y a pas d'hygiène, tout le monde là-bas a des nausées, tout le monde là-bas a la diarrhée. Et finalement, on se rend compte qu'évidemment, lorsque ces personnes ont été intoxiquées, lorsque ces personnes ont été... lorsqu'il y a une cancérisation qui s'est développée, et d'ailleurs, il y a eu un film, vous pouvez le voir sur Internet, qui s'appelle L'eau du diable. Je suis dans ce film, une importance. Et je disais, il faut faire vite, très très vite, parce que finalement, les gens, lorsqu'ils faisaient pipi, ben, ils faisaient pipi où? Dans les nappes phréatiques, dans l'eau. Donc on a intoxiqué à nouveau l'eau, à l'arsenic. Et puis finalement, et Veolia, j'ai eu de la chance, Veolia a vu ce film, parce qu'il est passé sur la 3, sur la 5, sur la 1, il est passé en Amérique, il a eu un prix. Et finalement, Veolia a vu ce film, et ils ont décidé de faire ce qu'on fait chez nous, de partout, de ne pas utiliser non pas l'eau des nappes phréatiques qui était infestée d'arsenic, mais simplement de créer des châteaux d'eau, prenant l'eau des précipitations, sans arsenic. Pourquoi cet arsenic? Pourquoi? Simplement parce que l'eau qui vient de l'Himalaya va drainer une partie de la terre qui contient un peu d'arsenic. Nous avons de l'arsenic nous aussi. L'eau du Riage contient de l'arsenic. L'eau du Mont d'Or contient de l'arsenic. C'est thérapeutique, c'est pas en quantité importante. Mais là, elle est 100 fois plus que l'eau du Mont d'Or. Donc, elle est vraiment toxique. Et la deuxième, malheureusement, la deuxième cause, c'est la faute aux pays occidentaux. C'est notre faute. Lorsqu'ils ont demandé
des pesticides. On leur envoyait gratuitement des pesticides qu'on n'utilisait plus. Des pesticides arseniqués. Alors ce qui me fait plaisir, c'est que la petite jeune fille que j'ai vue la première fois, elle est décédée. Je vais la voir à l'hôpital, etc., parce qu'elle a été trop intoxiquée. Et sa sœur, qui avait 2 ans de moins qu'elle, on a réussi à l'extraire de cet arsenic. Et ce qui me fait plaisir, elle a suivi des études. Elle est avocate. Voilà. Merci. Bravo.